Welcome. You're now listening to Dirty Feet. Bonjour, oui, vous êtes sur les ondes des Pieds Sales, a.k.a. Dirty Feet podcast on No More Radio. And hosted by Joanie Farran. JD Papillon. Allison Burns. Stay tuned, we're gonna move you. Reverse the situation. I need you down here. Bonjour tout le monde. Donc, avant de commencer l'émission, on voulait juste dire un gros merci à tout le monde qui était présent à la levée de fonds Spin on Art 360, qui était vendredi soir dernier au Théâtre Rialto. Ça a été un grand succès. Il y a eu des très, très belles performances. Vraiment, merci beaucoup à tout le monde pour avoir participé. Et également, on aimerait toujours avoir vos commentaires sur notre nouveau logo. On est très heureux d'avoir finalement une image collée à notre podcast Dirty Feet. Donc, si vous avez des commentaires à nous faire part, là, gênez-vous pas, venez sur le site de nomoreradio.com pour nous en faire part ou sur notre page Facebook, évidemment. Donc, on va s'entretenir avec Lucie Boissineau, directrice artistique de l'École de danse contemporaine et deux interprètes de l'École de danse contemporaine. Et par la suite, on va parler avec Rosie Contant et Joël Lavoie pour le projet d'Hochelaga, le Home Theater Project. Donc voilà, on commence. Bienvenue à notre 26e épisode de Dirty Feet. Aujourd'hui en studio avec nous, on reçoit Lucie Boissineau, Alexandre Morin et Gabriel Simard pour nous parler des spectacles de fin de session à l'École de danse contemporaine de Montréal, anciennement connue sous le nom de l'ADMI. Les spectacles vont avoir lieu du 16 mai au 19 mai pour les finissants. Et on va également parler des spectacles pour les élèves de première et deuxième année qui vont venir par après. Alors, ces spectacles-là, il va y avoir des nouvelles chorégraphies de Harold Réaume et Susanna Hood et des extraits de la pièce Dévorer le ciel par Daniel Desnoyers. Donc, tout d'abord, on va parler avec Lucie. Bonjour Lucie, ça va bien? Oui, bonjour, ça va bien. Merci. Bien. Donc, Lucie, tu es la directrice de l'École de danse contemporaine de Montréal. Oui. Si tu peux nous parler un petit peu de ton background, t'as été établie dans la scène de danse contemporaine de Montréal depuis plusieurs années. Mm-hmm. Et tu t'es déplacé en fait dans divers niveaux, dans la performance, au niveau de l'enseignement énormément. Donc, si tu peux nous parler un petit peu brièvement de toutes tes expériences. De mon parcours? Oui. Avec plaisir. Mon titre à l'école, en fait, c'est directrice artistique et des études. On a une direction générale aussi. Mon parcours est magnifique. J'en suis magnifique, pas parce qu'il est beau de l'extérieur, parce que je l'ai aimé. Oui, j'ai commencé par me destiner à une carrière d'interprète, ce que j'ai fait avec beaucoup de passion. J'ai dansé dans différentes compagnies et je me suis perfectionnée au fur et à mesure dans les techniques de source, nommément la technique de Martha Graham et la technique Limon, en allant un peu partout dans le monde chercher des formations vraiment les plus de haut niveau. Donc, j'ai commencé à enseigner dès l'âge de 25 ans. Et j'ai toujours enseigné en formation supérieure. Donc, j'ai jamais enseigné à des enfants ou des classes de loisirs. J'ai toujours eu un focus sur la formation de l'artiste en danse. Donc, ça m'a permis, au fil du temps, d'accumuler différentes couches de connaissances, si tu veux, en intégrant aussi ma pratique de yoga et le travail de pilates. Donc, j'ai enseigné partout en formation supérieure, à l'UQAM, bien sûr, à l'ADMI, qui est maintenant l'École de danse contemporaine de Montréal, à l'Université Concordia, à l'École de danse de Québec, Winnipeg School of Contemporary Dancer, School of Toronto Dance Theatre. Donc, ça m'a amené un peu naturellement à vouloir concrétiser toutes ces expériences-là, mais aussi mettre à profit d'autres talents que je pressentais en moi, de gestion, d'écriture, de réflexion sur l'art. Et à 12:05, le jour où le poste avait été ouvert, ma lettre était prête, puis j'ai envoyé le message et j'ai été recrutée comme directrice après avoir passé de grosses épreuves de sélection, je dois l'avouer. Et donc, ça fait 8 ans que je suis là, mais j'ai arrêté de danser en cours de route. J'ai dansé jusqu'à 55 ans. Alex?
Oui, donc moi, j'ai commencé à danser à l'âge de 11 ans, ou vraiment au loisir. Moi, je viens des Laurentides, Saint-Colomban plus précisément. Et vers la fin du secondaire, je voyais que j'avais vraiment une passion pour la danse. J'avais beaucoup fait de théâtre en début de secondaire, mais c'est vraiment le mouvement qui m'a appelé. Et j'ai fait un quiz qui s'appelait Career Cruising. Puis on m'a suggéré comme carrière numéro 1 danseur. Puis on m'a référé à l'école l'ADMI, donc j'ai envoyé mon dossier là-bas et on m'a accepté dans la première cohorte de mise à niveau. Donc c'est ça, là ça va faire, je termine ma 4e année à l'école, donc c'est ça. J'avais fait le même sondage et ils m'ont dit soit makeup artist or explosives technician. So je sais pas. Il y a beaucoup de la danse qui est liée à l'explosion, je trouve. L'explosion interne. Et Gabrielle? Oui, moi je viens de Magog, en Estrie, puis j'ai commencé à danser à l'âge de 6 ans. Je faisais beaucoup de ballet classique, puis après ça je me suis mis à faire du ballet jazz, de la danse moderne au secondaire. Puis là, c'est ça, je faisais tous les cours que je pouvais faire, puis je trouvais que c'était jamais assez. Fait que j'ai décidé d'aller faire l'audition à Montréal, à l'ADMI, l'école de danse contemporaine de Montréal. Puis c'est ça, j'ai été acceptée, donc c'est pas mal ça mon parcours. Et donc, vous finissez tous les deux cette année. Oui. Après ça, c'est le vrai monde qui s'en vient. Ouais. Oui, c'est ça ce qu'on nous a dit. Ouais. En fait, c'est une bonne façon, selon moi, de terminer votre programme. En ce moment, vous avez des chorégraphes très intéressants pour qui vous dansez dans le spectacle qui s'en vient, qui va être du 16 au 19 mai, comme on disait. C'est intéressant, en fait, de voir justement à quel point il y a une variété dans la programmation. Lucie, si tu veux nous parler un petit peu, justement, comment, en fait, à l'École de danse contemporaine de Montréal, vous allez chercher les pièces qui vont être présentées pour les spectacles de fin de session. Oui, c'est intéressant. Je vois ça, la programmation donc pour les spectacles de fin de session, comme il y a 6 sessions, il y en a 5 au bout desquelles on donne des prestations publiques. C'est de voir ça à l'horizontale afin d'offrir à chacun des étudiants, des jeunes danseurs, des expériences très diversifiées. Je pars du principe qu'on apprend à devenir un interprète à force justement de se coltailler avec différentes propositions artistiques, différentes approches. Et j'ai un grand amour pour la contemporanéité, pour ce qui se passe en ce moment. Donc, j'essaie de, connaissant ma propension à faire du travail de création, aussi de juxtaposer ça avec des œuvres de répertoire qui me semblent fortes et pertinentes en regard des besoins des jeunes danseurs qui sont dans les rangs. Donc, je considère une cohorte donnée et je considère aussi les œuvres puis leur beauté. Ce qui fait que au bout de 15 expériences auprès des chorégraphes, il va y avoir, si tu veux, des rencontres signifiantes pour chacun des jeunes par rapport à un style, une approche ou une manière de faire. Le show de fin d'année ou de fin de parcours est toujours un spectacle dans lequel je veux montrer les jeunes dans leur plus grande force. Donc, je vais pas travailler sur les choses les plus difficiles. J'essaye plutôt, je veux dire, les choses qu'ils auraient peut-être encore à travailler, mais j'essaye de mettre la table pour que ce soit un spectacle relativement festif et qui honore leur talent. Et au niveau de la logistique, est-ce que c'est... En fait, qu'est-ce qui vous amène à contacter certains chorégraphes? Est-ce que vous discutez beaucoup avec les gens du milieu avant de faire un programme, ou est-ce que vous en approchez certains et ensuite vous voyez ceux qui sont disponibles? Oui, t'as raison de parler de disponibilité. C'est un enjeu qui est partout dans le milieu parce que les gens travaillent beaucoup et avec des horaires brisés, donc il faut que je considère ça. Ça m'a porté au fil des ans à faire des ententes avec les chorégraphes de plus en plus à l'avance, afin justement d'avoir une promesse, si tu veux, d'un bon show. C'est important. Je vais voir beaucoup de spectacles, je m'informe de beaucoup de choses et j'adore les gens de la danse. Alors, j'ai été sur le Conseil des arts de la Ville de Montréal pendant 6 ans. Donc, je me suis toujours gardée au courant et suivi mes instincts aussi, je dois avouer. Donc, comment ça fonctionne? C'est que oui, je regarde une programmation dans son ensemble et une fois que j'ai une bonne idée de ce vers quoi je veux m'en aller, alors là, je joins les gens. Et j'aime toujours qu'il y ait de l'audace et des choses moins connues et que les jeunes chorégraphes aient la chance de travailler pour grands groupes. Parce que c'est un art
qui risquerait de s'appauvrir puisque les gens du milieu ont pas les moyens de travailler pour grands groupes. Il y a d'autres donnes, là, mais c'est essentiellement ça. Et au niveau des choix, justement, comme Susanna Hood, cette session, la session dernière avec Georges Tamos, qui vont beaucoup dans la performance, l'utilisation de la voix, est-ce que, je suppose, en fait, que c'est un choix délibéré d'aller chercher des chorégraphes qui apportent quelque chose qui est pas lié au mouvement purement physique seulement. Oui. Donc, pour donner une expérience aux jeunes. Absolument. Il y a le côté expérience, pour moi, qui est très important. Même si au départ, ça peut être très effrayant pour un jeune de se lancer dans un tel monde, j'en suis très consciente. C'est des mondes qui sont extraordinairement exigeants pour les interprètes parce que ils puisent dans nos archétypes, en fait, si on parle de Susanna surtout. Il y a ça qui compte beaucoup, oui, pour dans mon choix, effectivement. Mais il y a quelque chose en dessous de ça qui est tellement contemporain. Tu vois, là-dedans, je veux que l'école puisse faire partie de l'évolution de la danse, et celle qu'on pratique ici à Montréal, elle est contaminée par plusieurs autres formes d'art, et je trouve ça merveilleux. Donc je voudrais pas continuer de faire de la danse seulement posturale parce qu'il faut que la technique soit intégrée dans leur connaissance, tu comprends? C'est mon approche. Est-ce que ça cause parfois des frictions avec les parents des élèves? J'en ai jamais eu. Okay. Mais je sais toujours que, par exemple, pour le spectacle d'automne, il fallait que je sois très courageuse pour l'assumer complètement à la face, justement, des parents. Et je l'ai même dit aux jeunes, n'est-ce pas? Vos parents, préparez vos parents. Ils vont être surpris. On est dans une proposition artistique qui est déstabilisante. On n'est pas dans le joli. On n'est pas dans la représentation d'un corps plastique. On est vraiment dans une œuvre d'auteur, une danse d'auteur. Et ce ne sera pas nécessairement le fun. Mais donc il y a un travail d'éducation à faire et il y a un travail de dosage. Je dirais que au sein de l'équipe aussi, je veux dire, il faut que j'assume mes choix, mais j'en suis convaincue. Alors une direction, c'est ça, hein? faut s'assumer. Tu mentionnais, Lucie, justement que l'école de danse contemporaine et au niveau de tes choix, en fait, tu veux que ça puisse non seulement aller dans le sens de la communauté de la danse artistique à Montréal, mais également l'influencer. Est-ce que des fois tu ressens un peu une pression à ce niveau-là parce que l'école de danse contemporaine est une des écoles très importantes du milieu. Mm-hmm. Beaucoup de jeunes chorégraphes, beaucoup de jeunes interprètes vont voir les spectacles de fin d'année. Mm-hmm. Est-ce que justement cette pression-là, des fois ça te fait questionner ces choix-là d'aller pour du matériel qui est un petit peu plus cru? Pas vraiment, hein. Pas vraiment. Sauf que je ravise toujours, hein, d'une année à l'autre, je me pose les mêmes questions. Je crois qu'il faut beaucoup d'audace et je suis très contente de l'insolence qu'il y a dans la jeune création. Donc, j'ai pas envie que l'école soit en marge de tout ce qui se fait, de toute cette vitalité-là. Et je crois que il y a de très beaux et bons créateurs qui sont justement, qui ont pas 50 ou 60 ans, tu comprends? Et la jeunesse va vers ça. L'année passée, c'était avec Marie Bellan. J'ai eu un plaisir fou à accueillir son œuvre et c'est la même chose pour Susanna. Et elle a un monde vraiment, vraiment singulier, là. On n'est pas... Oui, je sens de la pression, mais tu sais, la pression, elle vient d'absolument tous les côtés. Quand on dirige la pression et qu'il faut que les danseurs soient bons, il faut qu'ils soient bons dans tout. Et c'est très, très, très exigeant. Maintenant, ça se peut pas que les danseurs soient absolument bons dans absolument tout et que j'ai l'occasion de présenter ça à la face du monde, à chaque show. C'est impossible. Je pourrais pas présenter toutes les compétences et les capacités de ces 13 danseurs-là à l'intérieur d'un même show. Donc, la pression vient de là, puis on est évalué de toutes parts, tu le sais, sur le plan politique aussi, hein. Je veux dire des instances, les 3 instances qui nous subventionnent. Et au niveau des cohortes, parce que souvent des énergies très différentes d'une cohorte à l'autre, oui. Mais tu mentionnais un peu plus tôt qu'il faut commencer à approcher les chorégraphes de plus en plus tôt. Est-ce que des fois tu te rends compte que certains choix vont pas nécessairement bien avec une cohorte en particulier? C'est une très bonne question. À chaque année, il y a des moments où au bout des 15 rencontres, je me dis, celle-ci a été
moins fructueuse ou elle a pas apporté les fruits auxquels je m'attendais, mais peut-être avais-je des appréhensions, tu sais, j'anticipais un certain bonheur, puis le bonheur a été autre. Mais pour moi, c'est ça aussi la création. Et des fois, quand il y a des aventures un peu plus pénibles ou un peu plus dures, on en sort gagnant, sérieux, on en sort vraiment gagnant, on aura compris quelque chose. Règle générale, j'ai tendance plutôt à prendre le parti d'assumer mes choix. Et il y a beaucoup de chorégraphes qui travaillent avec les jeunes à partir d'eux. Donc, il y a une rencontre qui opère et les jeunes ont l'occasion, si tu veux, de se révéler à travers les œuvres. Donc, ils sont souvent des collaborateurs là, de première ligne avec les créateurs. Là, je pense à Harold Réaume, je pense à Susanna et je pense aussi à la manière dont Sophie Corriveau a recréé l'œuvre de Desnoyers ou Remonté. Donc, les jeunes sont partie prenante de ces créations-là. Donc, ils finissent toujours par, justement, avoir une plateforme, celle qu'ils méritent. C'est intéressant d'en discuter parce que tu portes deux chapeaux vraiment très distincts, mais en même temps très rassembleurs au niveau de ton poste en tant que pédagogue et en tant que directrice artistique. Donc, il y a ce certain tiraillement-là entre faire un bon show, finalement, et donner les meilleures expériences possibles. Comment tu jongles avec ça? Parce que c'est difficile, hein, parce que créer, pour moi, c'est faire des choix. Mm-hmm. Et je l'ai fait quand j'étais chorégraphe aussi. À partir du moment où les choix sont faits, I live with it. Mais jamais je lâche le morceau. C'est-à-dire que comme je suis l'ultime responsable de la qualité artistique de toutes les productions, quand arrive le moment de me donner mes notes, quand arrive le moment de parler avec mes collabos, je vais continuer de construire jusqu'à la vraiment toute fin du processus. Tu vois, aujourd'hui, c'est leur dernière journée à l'école. Là, je m'absente, je serai pas en répétition, mais j'ai tout dit vendredi et mercredi dernier. Et je me dis maintenant, il faut assumer. Peut-être y a-t-il un malaise pressentier du milieu. Est-ce que c'est ça que tu pressens? Pas nécessairement. C'est juste que d'un point de vue externe, je me dis que ça doit être. C'est une très très fine ligne entre justement avoir le rôle de pédagogue et le rôle de directeur artistique. Et c'est deux tensions qui vont de certains sens assez divers. Mm-hmm. Et je trouve ça assez surprenant comment quelqu'un peut jongler avec tout ça. Oui. En fait, c'est pas tellement que je sens une pression d'aucun milieu, c'est juste que de moi-même, je me dis que ça doit être assez. C'est une grosse job. Ça doit être assez intense. Hein? Ah non, c'est sûr. C'est une grosse job dans mes souliers. Honnêtement, je me lève avec l'école et je me couche avec l'école à tous les jours. Là. Et la fin de semaine, j'y pense, ou j'écris, ou je réfléchis, ou je travaille sur Facebook avec les futurs collaborateurs. Mais jusqu'ici, tout va bien. Cogne du bois. Et pour vous, Alex et Gabriel, cette expérience-là, en fait, de collaborer avec des créateurs, surtout des jeunes créateurs, comment vous le vivez? Mais ce qui est important à mentionner, c'est que notre cohorte particulièrement, on a, tu sais, comme Lucie a dit, a fait des choix différents pour chaque cohorte. Nous, ça a tombé qu'on avait plutôt des créations que du répertoire. Donc, nous, Gabriel et moi, on a eu deux pièces de répertoire, tandis que ceux qui font Susanna ont eu juste une fois du répertoire, sinon c'était de la création pendant tout le long. Oui, bien sûr, il y a des coachings où qu'on apprend un solo qui se retrouve à être du répertoire. Mais tout ça pour dire qu'on a eu beaucoup de contacts très différents avec plusieurs chorégraphes. Donc moi, comment est-ce que je vis ça? En fait, c'est formidable. On peut vraiment trouver notre unicité au sein d'un groupe à la rencontre d'un chorégraphe. Et à ce moment-là, on doit approprier l'esthétique que le chorégraphe propose, ainsi que amener un peu de notre personne dans la création. Donc, je trouve que c'est ça qui est très riche de la formation à l'école. C'est qu'on sort de là avec un bagage de plusieurs chorégraphes et on peut, avec chaque processus qu'on vit, on peut accéder plus rapidement à ce que le chorégraphe recherche vis-à-vis de ce qu'on a appris dans un autre processus. Et Lucie, elle avait mentionné que parfois les processus plus difficiles, c'est ceux-là qu'on apprend encore plus. Et c'est vrai, on a parfois vécu mais là, ça dépend vraiment de l'individu. Il y en a qui ont trouvé certains processus plus difficiles que d'autres. Mais c'est toujours gagnant parce qu'on apprend à jongler avec les demandes de l'école, les demandes des chorégraphes et aussi ce qu'on se donne comme pression, notre propre personne pour évoluer à travers les processus. Donc, c'est très riche.
Ben un peu dans le même sens que qu'Alexandre disait, c'est ça, chaque processus, qu'est-ce qui est le fun, c'est que c'est tout le temps différent, c'est tout le temps une nouvelle rencontre, un nouveau processus, des nouvelles découvertes. Fait que dans le fond, t'apprends autant sur toi que sur le chorégraphe, puis c'est vraiment ça qui fait le plus grandir, je trouve, puis qui donne la chance de vraiment montrer qu'est-ce que t'as, puis c'est sûr qu'à 13 personnes, des fois ça peut être difficile de tu sais, tout le monde veut montrer qu'est-ce qu'il est capable de faire, mais en même temps c'est comment gérer de laisser la place à tout le monde, puis de faire une création de groupe et non individuelle. Donc c'est ça qui est le défi là-dedans aussi, autant pour le chorégraphe que pour les interprètes. Dont la pertinence de séparer le groupe par moment pour en troisième année pour avoir des créations où que le chorégraphe peut plus creuser avec chaque individu. Comme là, on est 13, donc une création à 7 pour Susanna et on reconstruit Dévorer le ciel à 6. Donc là, on a un suivi plus personnalisé au sein de la création de l'œuvre. Et pour chacun, vous dansez tous les deux et dans Dévorer le ciel et dans la création d'Harold Réaume. Ouais. Comment est-ce que vous avez vécu ces deux expériences esthétiques-là, entre autres, et artistiques? Ben en fait avec Harold Réaume, ça a été, je pense, pour tout le monde un processus vraiment qui s'est fait vraiment bien déroulé. En fait, c'est ça a été vraiment enrichissant pour tout le monde, puis on dirait que tout a comme bien été, ça n'a pas été un processus difficile et comme on a eu dans notre parcours auparavant, ça a vraiment bien été. Je pense que c'est un mouvement qui est Harold Réaume, un mouvement qui est organique et humain, donc c'est ça, c'était vraiment le fun pour ça. Puis sinon avec Daniel Desnoyers, ça s'est vraiment bien passé aussi, puis dans le fond de reconstruire cette pièce là pour nous c'est vraiment un honneur là. Puis on a eu la visite de Emmanuel Bourassa-Baudouin, Lucie Vigneault et Bernard Martin qui sont venus en studio chacun à leur moment pour nous transmettre le matériel. Donc c'est un autre aspect qui est intéressant de la formation. En fait, essentiel, c'est l'échange de l'interprète professionnel à l'interprète en formation. À ce moment-là, on peut vraiment comprendre la gestuelle à travers les directions que l'interprète professionnel nous donne, il a déjà défendu ce matériel-là sur scène, donc on peut vraiment apprendre d'eux finalement. Est-ce que vous avez vu l'original Dévorer le ciel? Oui. Oui. Intentionnellement. Vous l'aviez vu pour vous permettre de remonter le spectacle, ou est-ce que vous l'aviez vu déjà auparavant, avant même de savoir que vous alliez le remonter? Mais moi, quand je l'ai vu, c'est justement Lucie, elle avait fait un petit clin d'œil que peut-être, en tout cas, elle nous a comme lancé ça. Ça vaudrait peut-être la peine de le voir, finalement. C'est ça. Mais moi, je suis allé voir. Justement, c'était à la Maison de la Culture Frontenac, où que le spectacle va se dérouler cette semaine. Aussi, j'avais vu la pièce par DVD auparavant, même avant que je sache que j'allais danser cette pièce. Pour moi, je l'avais pas vue avant de la danser. Je l'ai vue par vidéo. OK. Ouais. Est-ce que c'est plus difficile de refaire de faire une reprise d'un spectacle qui était sur scène avec des danseurs professionnels? Ben c'est sûr qu'il y a une certaine pression de tu veux être aussi bon, ou en tout cas tu veux essayer de reproduire le mieux possible, puis en même temps tu veux pas non plus trop reproduire, tu veux comme qu'il y ait ta touche à l'intérieur aussi. L'interpréter finalement. Ouais, c'est ça. Fait que c'est comment réussir à avoir le même degré, ou en tout cas d'atteindre ça tout en restant un interprète unique et ouais, fait que c'est ça le défi là-dedans. Et il y a aussi beaucoup de place dans le matériel de Daniel Desnoyers pour l'individu. C'est ce qui l'intéresse en fait, c'est comment est-ce qu'on peut respecter l'énergie et la dynamique de la gestuelle qu'elle propose tout en incluant notre personne et ajouter notre petite touche, comme Gabrielle l'a déjà mentionné. Moi, je dirais, comme personne extérieure, que c'est vraiment réussi. Si je peux me permettre, vraiment. Mais c'est intéressant que vous receviez ce répertoire-là d'une interprète, de Sophie Corriveau. Est-ce que vous avez également eu du temps avec Daniel Desnoyers pour discuter du matériel? Est-ce qu'il y avait du travail un peu plus hands-on aussi à travers ça avec Daniel Desnoyers?
On a eu la chance de la voir juste une fois. Dans le fond, elle est venue voir une de nos répétitions une fois qu'on avait fini de monter la pièce. Donc, elle a pu donner ses commentaires, puis c'est ça, là. Elle aurait aimé ça être plus avec nous, mais elle était en tournée en Europe avec justement Dévorer le ciel. Donc, c'est une affaire d'horaire aussi, je pense. Je veux dire que c'est une formule que j'emploie de plus en plus à l'école. C'est de faire venir justement des interprètes qui ont dansé le matériel et qui deviennent vraiment des passeurs de danse extraordinaires. Il y a Anne Barry qui a fait ça pour Au Vertigo. Il y a Isabelle Poirier qui a fait ça pour le répertoire de Marie Chouinard. Et la compagnie Montréal Danse qui a fait ça évidemment pour à différents moments cette année avec Georges Stamos et Jean-Sébastien Lourdet. Et il y a cas public aussi cette année. Donc Hélène et ses danseurs et Pierre Lecourt. Ça fait en sorte qu'on est dans une espèce de lieu où il y a une grande émulation qui opère justement parce que l'interprète rencontre le jeune danseur et ça fonctionne. Je trouve que ça fonctionne très bien. Donc après, quand le chorégraphe vient, il voit un travail qui a été forgé, qui est vraiment à la hauteur de ses attentes. Et est-ce que vous avez eu des discussions des fois avec des chorégraphes où ils avaient un peu de la difficulté à lâcher prise avec le matériel? Oui, ça arrive, mais a priori, on a ces discussions-là a priori avant d'embarquer dans le processus. Sinon, ce serait vraiment très pénible parce que là, il y aurait trop de chefs. Ça prend quelqu'un qui a la générosité, qui dise d'accord, je vais confier mon œuvre, par exemple, à Isabelle Poirier dans le cas de Marie Chouinard et après ça, le travail se fait parce que tout le monde a le même souci de rigueur, de performance, de rencontre de l'œuvre. Alors, ça se passe bien en général. De respect artistique. Oui. C'est bien sûr que quand, par exemple, c'est la première fois qu'on faisait ça avec Mélanie Demers cette année pour le show des étudiants de première année. C'est la première fois qu'elle passait son matériel à l'école. Et là, j'étais nerveuse parce que je me disais, si jamais ce n'était pas à son goût ou à son niveau de qualité artistique, je pourrais être obligée de faire, d'accord, on retire la chose ou on la travaille dans le temps qu'on a, mais au contraire, elle pleurait comme un veau. Elle dit, on devrait toujours avoir 20 danseurs, puis elle avait les grosses larmes. J'ai fait, wow, ça marche, ça fait du bien aussi au monde du milieu, puis ça crée une nouvelle tradition de passation du répertoire. Je parle beaucoup, Non, c'est bien, on aime ça. En fait, ça m'amène à une autre question de logistique un peu. Au niveau des nouvelles créations, les droits des pièces qui sont créées, est-ce que c'est à vous ou c'est aux chorégraphes que ça appartient? Si jamais les chorégraphes veulent les remonter avec leur ils peuvent toujours les remonter. Okay. En fait, c'est à nous. Par la loi, c'est à nous puisque on les paie, tu sais, puis c'est dans un cadre scolaire. Mais à chaque fois, il y a des pièces. Par exemple, Rosé, quand il vient à l'école, me dit toujours, Lucie, est-ce que ça pourrait être un chantier pour une de mes prochaines créations? Oui, certainement. Voyons, c'est sûr. Marie Belland, tu vois, a créé l'année passée. Là, s'en va en tournée en Europe. C'est son œuvre. Il y a une question de propriété intellectuelle qui est incontournable. Dans nos ententes réciproques, on mentionne toujours qu'elle est en premier lieu à l'école et que on demande tout simplement que l'école ait un crédit sur le moment de création, tout simplement. Je vais diverger un petit peu des spectacles de fin d'année pour parler de quelque chose qu'on voit de plus en plus à l'école de danse contemporaine. On a mentionné Mélanie Demers, justement. On voit de plus en plus des chorégraphes émerger de l'école de danse contemporaine. Surtout cette année à Danse Buissonnière où il y avait, 3 des chorégraphies qui avaient été chorégraphiées par des gens de l'école de danse contemporaine. Ça, d'après ce que j'ai entendu dire, il y a le projet incubateur qui facilite énormément. T'es très au courant? Est-ce qu'on pourrait en discuter un petit peu? Alex t'a présenté de quoi l'incubateur récemment? Pourrais-tu nous parler un peu de ton expérience? Et nous parler aussi c'est quoi l'incubateur et... Donc, le projet incubateur, ça a été initié, si je me trompe pas, il y a 4 ans, à peu près. Ça a été initié par Élise Bergeron, Fred Wiper, Jessica Viau et Marie-Pierre Bazinet. Wow, j'ai pu retenir les noms. Donc, c'est vraiment formidable comme initiative. Ça permet aux jeunes interprètes à l'école de danse contemporaine, dans leur temps libre, le peu de temps libre qu'on a, on s'entend. Temps libre. En fait, l'école nous offre, quand les studios sont libres, on peut, dans le fond, initier nos propres créations. Donc, c'est en plus d'avoir 2 cours de composition
pendant notre programme, on peut explorer en studio avec des interprètes de l'extérieur parmi notre cohorte, mélanger les cohortes. Donc c'est vraiment un projet qui nous met dans le poste de chorégraphe à l'école. Gabrielle, est-ce que tu as participé à un projet incubateur auparavant? Non, moi j'ai pas participé, j'ai assisté au projet, mais j'avais d'autres projets à l'extérieur qui m'empêchaient d'avoir du temps pour le faire, donc... Pourrais-tu nous parler un peu de cette expérience-là, de voir tes compères créer? C'est tout de même intéressant de voir, de les voir non seulement en tant qu'interprète, mais de voir ce qui vient de leur monde intérieur aussi. Est-ce que tu trouves que des fois ça t'a amené à une nouvelle compréhension des gens qui t'entourent depuis 3-4 ans? Oui, ben c'est sûr, à chaque fois c'est des belles découvertes, puis tu sais on se connaît beaucoup, on est tout le temps ensemble, mais à chaque fois je suis surprise de voir tu sais tout le monde réussit à me surprendre puis à m'impressionner, puis c'est ça, c'est toujours à chaque fois un bonheur de les redécouvrir sous un autre angle, autant comme chorégraphe ou comme interprète dans un autre contexte. Puis fait que c'est vraiment un beau projet incubateur pour ça. Là, ça donne la chance avant de se lancer dans le monde professionnel d'essayer. Puis tu sais, on est juste entre nous, donc il y a pas une aussi grosse pression. Les cours de composition aussi sont merveilleux. C'est vrai que si le premier mandat de l'école c'est de former des interprètes, bon an mal an, il y a 1, 2 ou 3 chorégraphes qui sortent, on le sait très vite à cause de ces cours de composition-là, justement. On n'insiste pas dans le cadre de la formation parce qu'il n'y a plus de place, mais si je pouvais, j'aimerais qu'il y ait d'autres occasions de créer. Je trouve qu'incubateur, c'est super parce que c'est sorti, tu sais, c'est né d'en dessous de la terre, là, ça, c'est une initiative des étudiants. Mais j'avoue que il y a beaucoup de talents créatifs à l'école. Et Alex, t'as présenté déjà, t'as présenté à l'incubateur récemment, t'avais présenté une chorégraphie à Zonoma l'été dernier, si je me trompe pas. Est-ce que tu te vois aller un peu vers cette direction-là de chorégraphe, ou est-ce que tu t'intéresses seulement à l'interprétation? C'est sûr que les deux pour moi, ils coexistent dans mon parcours jusqu'à présent. Oui, j'avais utilisé le projet incubateur l'année dernière pour créer ma pièce Recycled Instances que j'ai présentée à Zonoma en août dernier. Et là, j'ai créé un duo avec Victoria McKenzie que j'ai mis un peu de côté pour l'instant. J'ai vraiment l'intention de continuer à explorer parce que le produit final m'a beaucoup plu puis le public l'a bien reçu. Donc, je vais continuer à créer cet été et j'aimerais peut-être envisager Tangente d'ici 2015, tout en commençant ma carrière en tant qu'interprète. Un horaire très précis déjà. 2015, ça y est, je présente à Tangente. Oui, mais il faut c'est oui. vraiment être interprète, c'est jongler plusieurs horaires en même temps. Donc, si on ajoute aussi nos propres projets, mais en fait, c'est ça qui est bien, c'est que si mettons j'ai 1 mois attribué à un tel travail avec tel chorégraphe, mais puis je vois que j'ai un trou ici de 3 semaines, mais j'appelle telle personne, puis j'initie mes propres projets. C'est ça qui est particulier de notre génération, c'est qu'on prend vraiment l'initiative de créer nos propres projets, nos propres créations, et on a aussi des organismes ou des festivals qui vont vraiment supporter justement les chorégraphes émergents qui sortent des écoles comme Zonoma, Tangente et le Fringe, plusieurs festivals comme ça. Pour toi, Gabrielle, est-ce que tu as des intentions chorégraphiques dans le futur ou tu considères surtout l'interprétation en ce moment? Ben pour l'instant, je dirais que c'est plus l'interprétation. C'est sûr que ça m'intéresse aussi chorégraphier, j'aime ça. J'ai beaucoup enseigné mais à des jeunes enfants, fait que je chorégraphiais mais dans d'autres contextes. Puis j'aimais ça, mais c'est ça, en ce moment, c'est vraiment plus l'interprétation que je me concentre. Puis quand j'ai des idées, tu sais, je les écris puis je me garde ça pour peut-être plus tard quand que ouais, c'est ça. Vous aviez tous les deux participé à OSC en décembre, si je me trompe pas. J'aimerais ça un petit peu parler de ce processus-là parce que c'est tout de même une pièce qui sort des marges un petit peu. Mais là, c'était du répertoire directement avec le chorégraphe. Comment vous l'avez vécu, cette expérience-là? Ben, premièrement, on aimerait saluer l'école à cause que c'était vraiment un beau cadeau. En fait, c'était une résidence avec Montréal Danse sous la direction de Cathy Casey. Et oui, il y a eu, ce qui est particulier de OSC, c'est que Georges Samos réapprenait son rôle dans la pièce en même temps que nous. Donc,
à la fois, on a eu le contact avec le chorégraphe, on a aussi eu les danseurs qui sont rentrés en studio pour nous transmettre leur rôle, et il y avait Kathy Casey à la direction artistique et Hélène Leclerc, la directrice des répétitions. Donc, on s'est retrouvés à jongler plusieurs commentaires, plusieurs demandes afin de produire, de reconstruire cette œuvre. Moi, personnellement, je crois que c'est le processus que j'ai le plus trippé pendant l'école. Puis justement, je pense de la multitude d'angles par rapport aux danseurs, le chorégraphe, la directrice artistique. C'était tellement complet comme expérience. Puis c'était juste 4 semaines. Ouais. Donc c'était vraiment plein et j'ai pu vraiment, c'est ça, me lancer dans un univers chorégraphique assez singulier qui est le monde de Georges Stamos. Et j'ai vraiment aimé l'aspect de théâtralité et le mouvement. C'est là, à Montréal, on utilise souvent la théâtralité en danse, mais pour moi, c'était comment de trouver une théâtralité qui était ancrée dans le corps, et je crois avec Georges, j'ai pu grounder ça en moi. Ouais, c'est ça. Moi aussi, je pense que ça a été le processus le plus enrichissant du parcours, là. Puis c'est ça, il y avait souvent plus de personnes autour de nous qui nous donnaient des commentaires, nous apprenaient que, tu sais, nous, on était 4. On était 4, oui. Fait que c'est ça, c'était vraiment le fun d'avoir les commentaires de tous, puis le fait que ça mélangeait la physicalité, la théâtralité, c'était vraiment un mélange complet et riche qui nous permettait de s'exprimer autant, c'est ça, notre technique, notre théâtralité, fait que ça allait vraiment toucher à des choses qu'on n'a pas tout le temps l'occasion d'aller chercher en même temps. Fait que c'était vraiment un beau défi, puis je pense que les 4, ça nous a apporté beaucoup ce processus-là. C'était l'occasion de grandes transformations pour les interprètes, que ce soit dans ceux qui ont travaillé Os de Georges Stamos ou Trois Peaux de Jean-Sébastien Lourdet. Je veux dire, on était vraiment dans une autre manière de se servir du corps, une expressivité vraiment logée dans le corps, mais comme tu dis, dans la marge. Et ça a été, on les a vus se métamorphoser, et pour moi, c'est une des choses qui est très, très, très importante pour un interprète, c'est cette capacité de se transformer. J'ai vu le spectacle et j'ai trouvé que Gabrielle, t'étais magnifique à faire la réplication de la rôle que tu prenais de Eleanor Futer. Et avant, tu parlais de l'opportunité de rentrer ton propre personnalité dans le projet, mais là, quand j'ai vu le spectacle, j'ai trouvé que tu étais exact sur le rôle. J'ai trouvé ça intéressant. Comment tu penses que ça va aller? Est-ce que tu as trouvé que c'était bien ton propre personnalité là, ou t'es plutôt Eleanor dans cette situation? Ouais, c'est une bonne question. En fait, au début, c'était difficile parce que j'essayais vraiment plus de reproduire qu'est-ce que Eleanor elle faisait. Puis là, plus je le faisais avec les commentaires aussi que je recevais, tu sais, je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment que j'y aille aussi avec mes sensations à moi, puis qu'est-ce que ça m'apportait au lieu de reproduire qu'est-ce que elle a fait. Fait que c'est vraiment un mélange des deux. Mais c'est sûr que de la regarder, puis tout ça, tu sais, je l'ai beaucoup observé en vidéo, ça m'a beaucoup aidé à trouver mon personnage. Mais c'est ça, je pense que c'est vraiment un mélange des deux, là. Ouais. En fait, pour retourner à un autre univers très singulier, très particulier, celui de Susanna Hood cette année, où elle utilise beaucoup de voix, par la théâtralité ici, mais Susanna Hood, c'est vraiment la voix et sa façon d'aborder la voix comme étant vraiment une extension du corps, en fait. Ouais, c'est très particulier. Ouais. Est-ce que vous avez fait des ateliers spéciaux? Est-ce que vous avez formé les cours pour qu'ils puissent être un petit peu adaptés pour ces étudiants-là, pour qu'ils travaillent ça? Comment ça s'est Non, passé? c'est elle qui s'en est servie, qui s'est servie de son temps pour justement travailler ça, aller le chercher. Donc évidemment, comme ils n'ont pas eu une formation exhaustive, elle a pris l'essentiel de cette approche-là avec eux. Elles sont embarquées, c'est un cast uniquement de femmes. Elles sont toutes embarquées avec beaucoup de générosité, et c'est vraiment, au fil des répétitions, j'ai vu cette pièce-là prendre forme, et là, j'avoue que la voix
est devenue partie prenante du mouvement, est une extension du corps ou du mouvement, comme tu disais. Elle nous emmène dans un monde extrêmement particulier, un monde de furie. Alors, on est vraiment déconnecté du concret. En fait, elle nous amène vraiment loin du down to earth. Là. On est dans une proposition extrêmement ludique, de rêverie, de presque de fantasme artistique. Là, elle pousse les personnages très très loin dans leur extraversion. Donc, ça donne vraiment une occasion d'expression directe. En fait, c'est du mouvement authentique. En fait, la forme est moins importante que tout le contenu, mais il en demeure pas moins qu'elle danse, elle bouge. Mais c'est vraiment une proposition hyper différente de ce qu'on voit en ce moment à Montréal. J'imagine dans le cas de ces étudiantes-là qui ont travaillé avec Susanna Hood, l'utilisation de la voix, même dans un monde très ludique comme celui de Susanna Hood, ça doit être vraiment très groundé, ça doit être vraiment très connecté au sol pour que justement ça réverbère dans l'espace. Oui. Ça a dû être assez difficile. Oui, sur cet aspect-là technique, si tu veux, de projection de la voix, on va probablement se servir de microphone, donc elles seront pas obligées de faire le double travail de danser et de projeter la voix, ce qui prendrait pour arriver au niveau de qualité souhaité peut-être un peu plus de temps. Et ça dépend des salles aussi. Frontenac est quand même un grand auditorium dont l'acoustique est pas absolument extraordinaire. Donc je veux pas qu'il pousse pour passer la rampe, si tu veux. On va micer. Mm-hmm. Et au niveau en fait des spectacles, bon là il y a ceux du 16 au 19 mai, mais il y a également les spectacles de première et deuxième année qui s'en viennent bientôt, qui vont être juste après. Oui. Ça va être présenté à quel endroit? Au Théâtre Rouge du Conservatoire. Okay. Et ce spectacle-là a maintenant un nouveau titre, il s'appelle Les Danses à 2 temps. Donc tous les spectacles de l'école maintenant ont leur nom générique. Les Danses à 2 temps parce que première année fait sa première prestation et deuxième année fait 2 prestations. Et les chorégraphes qui ont été invités pour ces spectacles-là, c'est fabuleux. Alors, on a les étudiants de deuxième année font la reprise d'une œuvre de Manon Ligny. En fait, c'est une juxtaposition de 2 œuvres, nommément l'éducation physique et le carnaval des animaux, pas selon Saint-Saëns, qui sont juxtaposés et recréés par Anne Lebeau, qui est une complice de Manon qui a dansé dans presque toutes ses œuvres. Il y a une création originale de Marie-Claire Forté. Marie-Claire qui est une interprète, qu'on connaît surtout comme interprète ici, mais qui est vraiment une super chorégraphe, qui s'est faite des solos surtout. Qui a un univers très ludique, elle également. Oui, également, un univers oui. Et donc, elle a fait une pièce en collaboration avec 2 jeunes compositeurs de la faculté de musique de l'Université de Montréal, qui sont dans la classe d'Anna Sokolovic, la compositrice. Donc, on fait un travail de création pour la danse, 2 jeunes compositeurs qui sont au doctorat ou à la maîtrise, et la musique va jouer live sur la scène. Les étudiants de première année, eux, s'attaquent au répertoire de Mélanie Demers, et c'est Brianna Lombardo qui était la passeuse de danse. Donc évidemment, une équipe là aussi vraiment musclée. Et cette expérience-là pour les étudiants de première année, bon, on n'en a pas en ça avec nous, mais je suppose que tu as discuté avec certains d'entre eux ou avec leurs enseignants. Comment ils ont abordé ça, leur première performance de répertoire? Ben, en fait, de nouvelles de répertoire. Oui, c'est ça, c'est du répertoire. Ils en ont déjà eu. C'est en première année, il y a 4 rencontres. Il y en a eu une avec Lucie Grégoire qui a remonté du répertoire à elle et qui s'est attardée surtout à la lenteur. Marc Boivin a fait une création sur eux, mais qui a jamais été présentée. Et ils ont aussi eu l'expérience avec Alain Franqueur. Donc 3 expériences vraiment éclatées qui les ont amenés à un certain niveau de compétences. L'affaire avec le répertoire de Mélanie, c'est que c'est un répertoire qui est trash dans le corps. Donc c'est par le biais de cette œuvre-là, ils apprennent, si tu veux, à faire des choix par rapport à leur corps et à se lancer sans mettre le corps à risque. C'est un gros défi. Et au niveau de cette pièce-là, est-ce qu'il y a un petit peu d'appréhension au niveau des... Je retourne à ça, les parents, en fait, parce que le travail de Mélanie Demers, justement, comme tu as dit, c'est trash un petit peu dans le corps, c'est une physicalité très intense. Oui. Non, je suis pas inquiète par rapport à cette œuvre-là. L'œuvre la plus inquiétante est certainement celle de Manon Ligny, puisqu'elle est hautement sexuelle. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de montrer la sexualité. C'est jamais gore, mais il y a quand même... Hein? C'est cru. C'est cru, c'est ça. Oui, il y a certaines séquences que je me dis que les parents vont probablement fourmiller. Moi être là, m'en venir debout. J'aimerais juste ajouter à ce que vous mentionnez ici
car nous, on reçoit les commentaires de nos parents et pour le spectacle de Noël qui était plus, c'est ça, trash si on veut parler comme ça, eux, ils apprécient ça. Tu sais, oui, ils vont trouver ça bizarre, mais je parlais avec un oncle dans ma famille et il me dit, c'est vraiment intense. On voit vraiment les chemins dans le corps. Puis lui, il appréciait le fait. Là, il parlait pour la pièce de 3 pots. Il appréciait vraiment qu'on rentrait dans un propos très intense pendant une trentaine de minutes. Souvent, dans notre quotidien et surtout dans notre société, quand il y a des trucs intenses, on va pas passer trop de temps. Mm-hmm. Donc on a le temps de passer à autre chose. Donc on rentre pas dans l'essence. Donc le fait d'amener notre public dans un spectacle scolaire à vraiment creuser avec nous et les inviter à rentrer dans ces univers chorégraphiques et ces esthétiques singuliers, ça les oblige en sorte de rentrer avec nous et je trouve que ça les prépare un peu plus au monde contemporain qu'on aimerait faire carrière dedans. Donc je trouve que c'est super que l'école amène ça. Et ça prépare les étudiants également. C'est pas de mon expérience, il y a beaucoup d'étudiants en danse qui connaissent pas tellement le milieu et donc c'est bien d'avoir cette expérience-là directe, de le vivre dans le processus de création pour vous préparer à ce qui risque d'être demandé de vous dans le futur, je suppose. Et c'est sûr qu'avec 15 rencontres chorégraphiques, ça nous amène à connaître le milieu. Aussi, l'école nous offre des billets souvent pour aller voir des spectacles aussi, donc on est fortement encouragé à rencontrer le milieu qu'on va s'intégrer dedans très bientôt. Lucie, est-ce que tu peux nous parler un peu du soutien aux étudiants que l'école offre, que ce soit au niveau du soutien financier, de prix, de bourses ou de billets, peut-être que vous donnez aux étudiants pour les encourager à aller voir des spectacles? Avec plaisir. En fait, l'école offre beaucoup de services aux étudiants. Ça va du tutorat technique en première année, en passant par une médiathèque qui est de plus en plus touffue et où on collectionne les œuvres justement de créateurs contemporains québécois. Les étudiants ont un service santé aussi à toutes les semaines à l'école. On a une salle d'entraînement complètement équipée et on a 6 Reformer Pilates dont ils peuvent se servir, donc ils deviennent autonomes vis-à-vis de ces machines-là. Au niveau du support financier à proprement parler, on n'a pas de système de bourse, nous, à l'école. On aimerait avoir une fondation. C'est dans les plans à long terme. Donc, avoir une fondation qui puisse donc permettre l'octroi de bourse. Toutefois, comme on est une école affiliée avec le Cégep du Vieux-Montréal, la fondation du Cégep peut donner de petits montants qui vont donc vers des projets de jeunes. Ou même maintenant, il y en a une autre aussi pour des projets pédagogiques. Donc, ils viennent de réouvrir une autre bourse potentielle. L'école comme telle, par le biais de Monsieur Borella et de Madame Lucchini, qui sont les parents de Sofia Borella, qui est décédée dans les 6 mois après sa sortie de l'école il y a maintenant 3 ans. Ces 2 parents-là sont venus vers nous en nous disant on voudrait avoir une bourse au nom de notre fille pour perpétrer sa mémoire, mais aussi pour supporter les jeunes dans leur désir au moment où ils commencent leur carrière. Alors, on a élaboré une espèce de charte et des critères de sélection et d'année en année, ils remettent ça. Alors, à la fin de chaque année, depuis 3 ans, ça va être la 4e édition cette année, il y aura 2 bourses de $2000 chacune versées aux jeunes. Ce sont des bourses au mérite, mais dont les critères sont aussi diversifiés. C'est très critérié, bien sûr, mais l'engagement social en fait partie, la pertinence du projet en regard. Donc, les jeunes doivent nous présenter un projet qui soit un projet qui aurait pu présenter, par exemple, à une instance gouvernementale, au CALC ou au CAM, ou un projet sérieux avec toute la documentation. Donc, il y a une partie aussi qui finalement est attachée, si vous voulez, au cours de gestion de la carrière, par lequel, je devrais dire, l'étudiant apprend à faire ses demandes et à justement faire la promotion des projets qu'il voudrait mettre de l'avant. C'est pas mal ça. Il y a aussi 24 conférences par année qui sont en complément de formation et qui sont toutes rattachées à différents cours. J'en ai-tu oublié des services? Ça en fait beaucoup. Oui, ça en fait pas mal. C'est complet. C'est très complet, ouais.
Il y a aussi tous les services que les finissants on a après avoir fini l'école, comme accès aux classes techniques gratuitement pendant 1 an et aussi. Il y a aussi le projet Fly d'insertion. T'as raison, merci Gabrielle. Ouais, c'est un projet d'insertion personnelle par lequel on paie les danseurs. Donc on invite un chorégraphe. Le chorégraphe fait une sélection des danseurs avec lequel ou laquelle veut travailler et ensuite c'est un projet de création, mais après l'œuvre appartient aux jeunes danseurs en somme. Donc ils peuvent la placer dans la scène montréalaise ou même ailleurs. C'est génial, merci beaucoup. Bienvenue. Donc, si on pouvait juste rappeler les dates des spectacles pour terminer, si tu pouvais nous présenter les spectacles qui s'en viennent pour la nuit. Ah, avec plaisir. Avec l'école de danse contemporaine de Montréal. Alors, en premier cette année, afin que les gens du FTA puissent venir voir les spectacles, afin que justement tout le milieu puisse y être, on a devancé d'1 semaine. Alors, le spectacle Les Danses de mai Opus 2013 sera du 16 au 18 mai à la Maison de la Culture Frontenac. Et il y a dedans effectivement les œuvres de Susanna Hood, Daniel Desnoyers et Harold Réaume. Ensuite, c'est suivi par les danses à 2 temps. Le spectacle donc des étudiants de 2e année et 1re année, c'est au Théâtre Rouge du Conservatoire de Montréal. Et c'est donc dans la semaine prochaine, ce sont du 22 au 25 mai. Et à cette occasion-là, il y aura du répertoire de Marie-Claire Forté, Manon Oligny et Mélanie Demers. Lucie, Alexandre, Gabriel, merci beaucoup d'être venus nous parler aujourd'hui. Merci à vous. Merci, bonne continuité. Merci. Alors, on continue l'émission avec une initiative très intéressante, en fait, qui est basée sur le projet, le Home Theater Project, qui a commencé dans le Bay Area, autour de San Francisco, en Californie. Donc, le Home Theater Project, c'est quelque chose une initiative, en fait, qui permet de faire des performances dans les appartements, dans les lieux de résidence des gens. Donc, vraiment de penser hors des murs de salles de spectacles traditionnels. Et un de ces projets-là qui a lieu à Montréal très bientôt, c'est les Salons de l'Est, une initiative de Bêtes sauvages. Avec nous aujourd'hui, on a Rosie Contant et Joël Lavoie. Donc, bonjour Rosie, bonjour Joël. Salut. Bonjour. Ça va bien? Oui. Excellent. Donc, si vous pouviez nous parler un petit peu de ça va être quoi Salon de l'Est? Ça va avoir lieu très bientôt. Ça va avoir lieu samedi le 18 mai. Donc, qu'est-ce qui a commencé ce projet-là? Qu'est-ce qui a été la flamme? Ben en fait, c'est un peu anecdotique. C'est Andrew T qui avait vu ce défi-là qui a été envoyé par le Home Theater Festival. Ils ont envoyé un défi aux Montréalais de faire plus d'une dizaine de spectacles de salon. Puis Andrew T a comme répandu la nouvelle un peu en envoyant un courriel à plusieurs de ses contacts. Donc moi à ce moment-là, j'ai reçu ça, je savais pas trop ce que je voulais en faire. Après, on a pensé faire un petit festival de spectacles de salon dans Hochelaga parce que j'avais envie de répandre et puis de partager cette initiative-là. Puis au bout du compte, en faisant plusieurs rencontres de groupe, puis en concertant tout le monde ensemble, on a de groupes avec des gens d'ailleurs qui habitent le quartier de Hochelaga puis qui est intéressés à participer au projet. On a fini par s'entendre sur le fait que ce qui serait plus intéressant, c'est de créer un parcours. Donc dans une seule journée, de découvrir plusieurs différents artistes qui habitent le même quartier, en faisant passer le public dans leur intimité, donc dans leur salon. Chaque artiste allait présenter des œuvres d'eux-mêmes dans leur chez-soi.
Donc, c'est ça, Salon de l'Est, ça se passe le 18 mai, puis ça se passe dans 8 lieux différents, en plus de certaines expositions, puis des installations sonores, parcours sonores dans les ruelles. Donc, le public est guidé d'un appartement à l'autre pour découvrir les artistes dans leur salon. Et vous travaillez tous les deux en tant que concepteurs artistiques. Vous allez tous les deux présenter quelque chose dans le parcours. Donc, si vous pouvez un peu nous parler de vos propositions à chacun. Oui, ben en fait, moi, en fait, chaque personne qui participe au projet participe autant artistiquement que dans l'organisation. Différentes personnes plus sont les têtes dirigeantes du projet. Peut-être que Joël, il peut parler. Joël est particulièrement impliqué artistiquement dans le projet aussi. C'est pour ça qu'il est ici avec moi. Ouais, ben vas-y. Ben ouais, c'est ça. Moi en fait, je fais je fais une installation sonore, un parcours sonore, et je participe aussi à une des performances qui est Bout de feu. En fait, c'est un duo que j'ai avec un ami à moi qui est poète. En fait, c'est ça. Je trouvais le projet très intéressant, puis j'avais le goût justement de travailler dans toute la palette des choses que j'aime faire. En fait, les installations sonores, la composition musicale, expérimentale et tout. Donc, j'ai trouvé que c'était de quoi d'intéressant là, pour présenter mes trucs. En fait, dans quoi je suis venu aider en fait au projet en général, c'est surtout au niveau des parcours, parce que moi, vu que je fais le parcours sonore, j'ai aidé beaucoup pour déterminer comment qu'on se rend d'un endroit à un autre, parce que le but aussi du projet, c'est de regrouper une tranche de la communauté artistique d'Hochelaga, puis aussi en même temps de refaire découvrir le quartier d'un autre angle, parce qu'évidemment on vit tous dans ce quartier-là, on sait tout ce qui se passe plus ou moins, mais c'est important aussi de vivre un peu de découvrir un peu ce que les gens, les habitants qui sont là, c'est quoi leur vie un peu à eux, puis c'est le défi entre guillemets que je me suis donné dans mon travail de parcours sonore et d'installation, c'est d'essayer de faire vivre aux autres, là, de leur donner un autre regard sur la vie des gens du quartier. Puis c'est ça, donc c'est ça principalement, c'est pas mal ça mon apport là au projet. Ouais. Pour moi, en fait, je présente dans mon salon une performance de lumière naïve et de danse contemporaine. Lumière naïve. Lumière naïve. Ouais, j'aime bien inventer des nouvelles disciplines. Lumière naïve parce qu'en fait, c'est vraiment un travail de recherche sur comment on peut créer un environnement lumière fait à partir de presque du bricolage, donc les lumières de nos maisons, des petits mobiles, donc ça, pour moi, ça, j'appelle ça des lumières naïves parce qu'on dirait que c'est un enfant qui a pensé à juste jouer avec des lumières puis à travailler avec ça. Puis je dis lumière naïve avant danse contemporaine parce qu'en fait, la proposition au niveau du mouvement est très minimaliste, c'est très très continu ce que les danseurs font au bout du compte, puis l'action, ce qui brasse l'espace, ce qui transforme l'environnement, c'est plutôt le travail de lumière. Puis je pense que c'était une façon aussi modeste de proposer le travail. Tu sais, je suis pas éclairagiste, concepteur de lumière, ou c'est à partir de ma propre recherche instinctive là, de qu'est-ce que je peux faire dans mon intimité, dans mon salon, qu'est-ce qui est à l'image de mon petit univers à moi intime, parce que c'est ça le but aussi. Tu sais, le but c'est pas de recréer une scène dans un salon. Tant qu'à y être, on va aller faire notre contenu sur une scène, on va aller le proposer là-bas. Là, c'est de pouvoir performer quelque chose qui est révélateur de notre petit univers intime, notre chez-soi. Puis c'est ça qui est généreux, je pense, dans ce parcours-là, au bout du compte. C'est qu'on propose quelque chose qui est très très proche, très très vrai de notre identité au quotidien. Et au niveau du déroulement, comment est-ce que l'événement va avoir lieu? Il va y avoir des guides qui vont amener des groupes de gens d'endroit en endroit, c'est ça? Oui, exactement. Mais en fait, on fonctionne avec un site internet qui s'appelle Eventbrite. Donc, toutes les informations sont sur les pages Facebook, etc. Mais quand on clique sur ce lien-là, il y a différentes options. Vous pouvez, le parcours est divisé en 2 blocs. Puis, il y a aussi un souper clandestin au milieu de tout ça. Donc, vous pouvez décider de faire un bloc, l'autre bloc ou la journée complète du parcours. Puis, à partir du moment où vous faites le choix de quel départ vous
vous prenez, nous, on vous envoie un courriel qui dit, bon, rendez-vous à telle adresse. Et à partir de cette adresse-là, on prend en charge le groupe de spectateurs, puis il y a des guides qui amènent le groupe d'un appartement à un autre, puis qui le dirigent dans son expérience en fin de compte. Et au niveau de cette intimité-là de l'appartement, est-ce que tu sens que ça a beaucoup influencé les projets des autres concepteurs artistiques qui en font partie? Est-ce que tu trouves que c'est vraiment cette idée-là de l'intimité de l'appartement, de son lieu de vivre, qui a influencé ce que les gens allaient faire? Je pense que ça dépend beaucoup des disciplines. Je pense que le musicien qui va jouer chez lui avec son band, ben d'après moi, ça sera pas son contenu risque de pas, il va se révéler différemment à cause de l'environnement autour, mais le contenu qu'il propose est pas nécessairement changé en fonction du lieu, c'est plus la façon de le recevoir. Il y a vraiment une grande différence entre être devant un spectacle de musique dans une salle de spectacle avec des éclairages, avec des chaises placées en rangée, c'est très formel. Tout à coup, on se retrouve dans le salon, dans la maison, donc c'est comme une proximité avec eux qui fait toute la différence dans la façon de recevoir l'œuvre. Après, si je me réfère à Caroline Dussault, elle crée une œuvre dans son escalier, puis sur son perron. Ben là, tout à coup, oui, son œuvre est totalement adaptée à son espace, fait que oui, ça fait une grande différence dans sa façon d'aborder le travail. Donc c'est spécifique à chaque contenu. Moi je pense que ça pour la danse, j'aime pas particulièrement cette expression-là, mais je pense que ça s'apparente beaucoup à la création in situ en fait, tu sais. Mais fait que ça affecte beaucoup le contenu du travail. Mais pour Bout de Feu peut-être, Joël, tu peux Ben Bout de Feu en fait, c'est ça le projet en gros là, c'est moi qui fais de la musique improvisée, plus ou moins improvisée avec mon ami Sébastien Boulanger-Gagnon qui est poète. Donc lui, c'est ça, c'est un type de musique qui mélange en fait les deux. On a essayé de créer de quoi qui était conjoint, en fait, la métaphore qui est aussi fort dans le texte que dans la musique. Et ce qui est bien avec cette proximité-là qu'on a avec les gens, c'est il y a une énergie qui s'échange qui est très 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 puissante, parce que en fait le but de la poésie, le gros but de la poésie, c'est de communiquer des images, de communiquer des idées, surtout avec les textes de Sébastien qui sont très revendicateurs, qui sont très puissants. Et avec ça, dépendamment de comment les gens réagissent, mais il y a une dynamique qui s'installe. Puis moi, dans ma musique, je réponds beaucoup à ça. Fait que c'est de quoi qui est assez intéressant là. C'est une manière de présenter notre truc qui est complètement différente pour nous. Nous autres, on a présenté des trucs récemment en Europe. C'était vraiment dans une salle. Il y a une froideur, pas une froideur, mais une distance en fait qui ne permet pas nécessairement d'être toujours plus instinctif dans notre truc. On est beaucoup dans notre bulle, alors que là, mais les gens sont devant nous, on les parle, on leur touche. Il y a un dialogue direct qui se crée, je pense. Exactement. Par la proximité. Ouais, il y a un échange de fluide énergétique incroyable. Et au niveau des installations sonores qui vont avoir lieu dans l'espace, entre autres dans les ruelles, Rosée, tu mentionnais, Joël, tu fais un projet qui va être dans un jeu, un parc pour enfants. Oui, c'est ça. En fait, ça, je fais une installation dans le parc, c'est le parc Hochelaga, je pense, hein? Je connais pas du tout le nom du parc, mais c'est au coin de... Sur Davidson. C'est sur Davidson. Davidson, ouais. Davidson et Adam. En fait, je fais une installation dans le parc. Je vais pas trop donner les détails, mais ça parle. En gros, j'aimais ça. Comme j'avais dit tantôt, quelque chose qui est intéressant, c'est de faire redécouvrir la vie des gens dans le quartier. Mais là, je vais me réapproprier le parc un peu, puis refaire découvrir aux gens un peu leur jeunesse dans le temps qu'ils jouaient dans le parc, c'est quoi qu'ils disaient, c'est quoi qu'ils faisaient, tous ces trucs-là. Donc je vais jouer un peu avec ça. Et puis aussi le parcours sonore qui est dans le premier bloc. L'installation c'est dans le deuxième. Le parcours sonore qui lui c'est un concept qui est un peu différent. En fait, c'est les gens on va leur envoyer dans le courriel une piste audio à télécharger, et pendant le parcours, pendant qu'ils se promènent d'aller d'un appart à un autre, en fait, il va y avoir de la musique qui vont jouer, qui va être en lien avec l'endroit où ils vont être, en fait. Donc, ça permet ça permet un peu plus de possibilités au niveau de comment je peux jouer un peu avec l'imaginaire, avec ces trucs-là. Puis c'est ça. En fait, le but, c'est vraiment de donner
permettre aux gens de rentrer dans la maison des autres, rentrer dans la vie des autres, sans nécessairement leur rentrer littéralement, là, tu sais. Peut-être aussi de poétiser un peu ce qu'on voit, tu sais. Hochelaga, ça peut être, Hochelaga est très connu des gens d'une certaine manière, tu sais, c'est reconnu comme étant un quartier très pauvre, parfois sale, la prostitution, la drogue, tu sais, on entend beaucoup parler de tout ça, alors que Hochelaga a tout son aspect poétique aussi, avec ses caractères, ses personnages qui y habitent, les gens qui y vivent. Fait que je pense que tout ça, de pouvoir parcourir la ville tout à coup avec ce parcours sonore-là dans les oreilles, ça donne complètement une autre perspective, puis ça poétise notre propre environnement aussi. Oui, tout à fait. En fait, je pense que qu'est-ce qui est beau là-dedans, justement, pour revenir avec la poésie, c'est que c'est une poésie du réel, en fait. C'est ça qui est important, c'est que souvent on côtoie un environnement sonore, on côtoie des choses, puis pour nous c'est acquis, c'est des choses qui sont acquis. Bon, ça se passe. Bon, il y a la madame qui gueule après son enfant. Bon, ça se passe. Mais si on y prête vraiment attention, ben il y a toute une histoire qui est derrière ça, il y a toute une vie, puis quand on s'y attarde, mais c'est là qu'on découvre en fait tu sais la multiplicité des vies qu'il y a dans un quartier, il y a tellement de petites histoires différentes, de trucs, c'est ça qui est intéressant. Puis je pense que le médium du parcours sonore en fait permet de rentrer dans ces histoires-là. Ouais. Ben, en ce sens-là, si je peux ajouter, ça fait partie du pourquoi le parcours sonore est aussi pertinent dans Salon de l'Est, parce que ça correspond totalement aux valeurs du concept de l'événement qui vraiment, en fait, qui se veut vraiment un événement rassembleur, d'une communauté, qui se veut vraiment, un événement, empreint de véridicité le plus possible, de comment on peut créer des échanges vrais, des contacts vrais, donc on enlève un peu ces murs-là formels de l'industrie du spectacle que je critique pas nécessairement de par cette action-là, mais vraiment juste que j'essaie d'encourager le plus possible de par ce type d'action-là un échange entre nous qui est purement honnête, purement sincère, puis c'est de constater le quartier dans cet état-là aussi avec cette poésie-là, la poésie du vrai, pour moi c'est totalement en lien avec le concept de l'événement au bout du compte. Avec le développement du quartier des spectacles, on voit de plus en plus une centralisation de la communauté culturelle à Montréal dans le centre-ville, surtout vraiment autour de la Place des Arts. Et on oublie souvent aussi qu'il peut y avoir des opportunités artistiques ailleurs que ça. Ça devient vraiment une sorte de gentrification artistique dans la Place des Arts. Ouais. Qu'est-ce que vous trouvez, parce qu'il y a d'autres projets comme ça qui se passent aussi. Entre autres, aussi, tu avais commencé un programme de résidence au Café Bistrot L'Arrêt de Bus, qui est dans Hochelaga également. À quel point est-ce que vous trouvez c'est essentiel de permettre aux gens d'avoir d'autres opportunités artistiques hors des murs de la Place des Arts et tout ça? Ça c'est primordial en fait, parce que justement comme tu viens de dire, avec la gentrification entre guillemets de l'art, ben malheureusement qu'est-ce que ça fait, c'est qu'il y a une certaine sélection des propositions. Puis ça permet pas en fait la libre expression, là, parce qu'il y a vraiment une tranche seulement de privilégiés qui ont l'opportunité de présenter leurs trucs dans des endroits comme ça, dans des lieux de diffusion particuliers. Et malheureusement, ben il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup à dire, qui ont des propositions très intéressantes, qui ont pas les tribunes pour ça. Fait qu'en fait, encore là, ça revient, c'est primordial de se réapproprier ces tribunes-là pour offrir aux autres en fait des propositions qui rentrent pas nécessairement dans le moule. C'est très important, c'est ça le but de la création, je pense. Le but de l'art, c'est de réveiller les gens, pas nécessairement uniquement de les divertir. Puis je pense que malheureusement, avec la centralisation, avec le quartier des spectacles, on mise beaucoup vers ça, vers le divertissement, vers le plaisir, vers le beau, mais il faut que ça choque, faut que ça soit fort, c'est important, tu sais. Puis c'est ça. Ouais, ben je suis assez d'accord avec Joël, mais c'est aussi c'est aussi comme une conviction d'autonomie, c'est de se dire
bon, ben moi, j'ai du matériel à diffuser. Moi, j'ai envie de partager quelque chose. Est-ce que j'ai besoin d'attendre que l'industrie m'offre une place? C'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu sais, on le sait, on arrive dans le milieu, puis tout le monde, il y a tellement de talent pour l'ampleur que les milieux des différentes disciplines ont, pour l'argent, pour le financement qu'il y a. Ben, moi, je me dis, ben, non, je pense on peut travailler à faire partie de cette industrie-là et parallèlement essayer de créer d'autres portes d'entrée, d'autres moyens de présenter, d'autres moyens de partager, puis aussi parce que plus il y a de l'art, plus les gens ils vont être témoins de ces actions, de ces interventions artistiques-là, et plus j'ai l'impression qu'on va pouvoir être en mesure en tant que société d'accorder la place qu'il faut à ça dans nos vies aussi, parce que plus il y en a et plus on constate l'importance qu'il y en ait. Fait que c'est de cette manière-là, Bête sauvage, c'est une façon de s'engager dans sa communauté puis de faire, bon, ben, écoute, moi je sens que ce besoin-là, moi j'étais sortie de la nuit, je voyais que tout le monde cherchait des résidences, tout le monde cherchait moyen de présenter des produits pas terminés, des work in progress. Puis dans Hochelaga, c'est bourré d'artistes, puis comme dans plein d'autres quartiers aussi. Puis il faut, moi j'encourage à ce que ça se passe ailleurs. Salon de l'Est éventuellement, ça va peut-être être Salon du Plateau, ça va peut-être être Salon du Malène, mais je pense que à un moment donné aussi, c'est d'arrêter de se victimiser puis de faire, ben j'essaie, c'est pas facile, c'est un milieu pas facile. Oui, c'est un milieu pas facile, mais comment on peut faire des actions concrètes pour faire avancer le milieu en ce sens-là. Fait que moi, ben c'est de cette façon-là que j'essaie de le faire, par une programmation artistique à l'arrêt de bus qui est d'ailleurs prise en charge par Claudia Chantak maintenant, qui fait un travail exceptionnel. Puis par Salon de l'Est, c'est ce type d'initiative-là. Puis ça peut être des plus petites actions, tu sais. Bête sauvage comptait faire un petit projet, un mini projet photo éventuellement, d'aller déposer des petites photos ici et là dans le quartier qui ont été pris dans le quartier, juste pour référer à des moments. C'est des micros interventions artistiques, mais qui éventuellement ça prend tout son sens parce que les gens en sont témoins de plus en plus. Puis c'est un peu ça l'idée qu'il y a derrière ces interventions-là. Ouais. Pourrais-tu nous parler un petit peu du programme justement de résidence à l'arrêt de bus qui peut être très intéressant en fait pour les gens qui nous écoutent, qui permet une alternative aux gens qui cherchent des résidences et une nouvelle façon de présenter leur création en fait? Oui, OK. Ben l'arrêt de bus en fait c'est un café bistrot qui est situé près du métro, à peu près à la hauteur du métro Viau dans Hochelaga, donc c'est assez loin dans l'est, mais c'est un vraiment bel espace. Puis avec le temps on a travaillé, il y a maintenant une petite scène et tout. Puis le programme de résidence, le but était de offrir aux artistes les heures de fermeture du bistrot pour pouvoir travailler dans l'espace comme bon leur semble, puis de créer en fait du matériel en fonction de l'espace. Puis Dominique Fournier, le propriétaire, encourageant avec les directrices artistiques entre gros guillemets de tout ça, les propositions audacieuses en fait, parce que c'est ça qu'on cherche. On cherche à encourager les gens qui sont là pour essayer de générer du nouveau matériel, des nouvelles idées, des nouvelles propositions. Donc il y a des appels de dossiers qui se font peut-être 2 ou 3 fois par année, puis vous pouvez déposer votre dossier. Donc les résidents qui ont, je crois, 25 heures de création en un mois, plus une soirée de diffusion. Puis il y a les locataires aussi qui ont un peu moins de temps, juste assez de temps pour adapter leur œuvre dans l'espace, puis qui peuvent présenter. Cela dit, c'est comment ça fonctionne, c'est que c'est vraiment un partenariat. Donc l'arrêt de bus offre un espace, puis en échange, ben vous offrez comme artiste d'amener votre public, d'amener votre monde, de faire découvrir le lieu. Donc c'est vraiment comme ça qu'on arrive à créer un partenariat qui est fructueux et pour l'organisme ou l'établissement en soi et pour les artistes qui peuvent profiter de cette résidence-là éventuellement. Donc, Rosie, est-ce que tu peux nous parler de la musique qu'on va entendre pendant le podcast? Oui, en fait, la musique, c'est la musique du band Mac. Donc, Mac va jouer, c'est le premier appartement qu'on découvre quand on entame le parcours. Ils font un beau gros set de 30 minutes dans le salon, donc de Jesse McCormack, le chanteur et compositeur du band. Alors, voilà. Donc, si vous pouviez nous rappeler en fait comment les gens qui veulent avoir plus d'informations ou commencer le parcours pour les salons de l'Est, c'est sur quel site internet? Le site internet, c'est www.salondelest.wix.com.
/info. Puis il y a aussi l'événement Facebook Salon de l'Est. Puis à partir de ces deux endroits-là, il y a toutes les informations pour la réservation des billets, puis aussi pour la réservation du restaurant clandestin. On en a pas beaucoup parlé, mais vraiment c'est une occasion unique d'aller manger au restaurant dans un appartement, puis de se faire servir comme si on était au restaurant. Donc je vous encourage à réserver vos places. C'est un petit $12. L'argent va uniquement pour payer les frais de la nourriture en fait. Puis c'est d'ailleurs tout l'événement est contribution volontaire. C'est vraiment un exercice de partage puis de rassemblement. C'est pas fait pour faire de l'argent. C'est ça. Juste rappeler, faut juste rappeler aux gens de pas oublier d'aller sur le Eventbrite pour réserver des billets, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de gens qui manifestent leur désir d'y aller, mais ils vont pas sur l'Eventbrite. Si vous y allez pas, malheureusement, on n'a pas d'enregistrement. Vous n'êtes pas enregistré dans l'événement. Là, et le site Eventbrite, EVENBRIGHT.com? Non, BRITE. Okay. .com. J'imagine que j'ai pas vérifié, mais vraiment l'idéal c'est d'aller passer par le site internet pour se rendre au lien, parce que si vous allez sur Eventbrite, ben c'est une plateforme qui sert qu'à ça, donc il y a une multitude d'événements qui sont disponibles sur Eventbrite, mais donc passez par les bons petits chemins, puis vous allez être bien dirigé. Là, on va vous encadrer, puis vous allez vous rendre pile à point pour le parcours samedi. Faut suivre les pas que Bête Sauvage laisse dans la forêt. Alors, Rosie, Joël, merci beaucoup d'être venu nous parler de votre initiative aujourd'hui. Merci à vous de nous recevoir. Plaisir. Dirty Feet is recorded every week at the Montreal Improv Theatre. Check them out at montrealimprov.com. Dirty Feet is produced and hosted by Allison Burns, JD Papillon, Joanie Farran, and distributed by No More Radio. You can find more about our show at nomoreradio.com. You can follow us on Twitter at Dirty Dirty Feet, and you can find us on Facebook at Dirty Feet Podcast. Tune in next week for a whole new show.